Récit de voyage par Jérôme Pilette. Les racines du mot voyage, Montréal, Québec, Canada. Ce n'est plus qu'un flash d'une seconde. Je suis dans le grand landau bleu royal. Ma grand-mère me pousse le long du chemin gascon, Terrebonne. Je vois de grands arbres que je croirai plus tard être ceux de la butte à l'intersection où le chemin comtois devient le chemin Pincourt. Cela me semble pourtant loin de l'endroit où se trouvait notre petite maison jaune. Loin pour un bébé. Ce n'est toutefois pas impossible. À l'époque, il y avait beaucoup moins de circulation et on pouvait marcher tranquillement le long de la route. C'est peut-être le premier voyage dont il me reste quelques mémoires. Sur le sol tapissé d'une neige lourde et un peu collante qui absorbe les sons du monde, glisse un traîneau rouge dans lequel ma sœur et moi sommes assis. Un grand barbu aux joues rosées par le froid nous tire de ses fortes épaules. C'est notre père. C'est le boisé sur le coteau de Mascouche. C'est à l'époque où on pouvait encore s'y perdre durant des heures sans se buter à de luxueuses maisons. Aujourd'hui, c'est comme un songe. Alors, c'était un voyage. Entre les arbres, papa nous mène rue W où habitent nos cousins. Ces quelques kilomètres étaient pour nous, petits enfants, une entreprise fantastique, irréalisable, surhumaine. C'était un labyrinthe magique de grands pins verts, surgissant du sol blanc et grimpant jusqu'à des hauteurs inimaginables. Mon grand-père a été l'un des 4 ou 5 premiers récupérateurs de carton à Montréal. Bien avant que la récupération, le recyclage, les termes éco et vert soient en vogue. C'étaient des temps difficiles économiquement. Le dos en bouillie et laissé sans recours par son employeur, mon grand-père devait trouver le moyen de faire vivre une famille de 8. À cette époque, le carton était un matériau que plusieurs commerçants jetaient. Il était possible de le ramasser, juste comme ça, et de le revendre au moulin à pâte. Mon grand-père commença simplement en remplissant le coffre de sa voiture. Au fil des ans, la récupération du carton est restée l'activité principale, mais il ramassait aussi le métal, les vieux électroménagers et un peu tout ce dont un négociant ou un particulier voulait bien se débarrasser. Mon grand-père, que mes cousins et moi renommâmes plus tard Grandpa, a accumulé une impressionnante collection d'anecdotes et une non moins impressionnante et parfois décourageante collection d'objets. Voyant que la voiture ne pouvait transporter assez de carton, il s'était procuré un vieux camion, puis un autre et un autre. Selon ses comptes, les inspecteurs mécaniques lui ont fait scraper 14 camions. L'un de ces rafiaux avait des côtés en bois qui, en l'absence d'un toit, étaient retenus par des chaînes. Il débordait la plateforme en un grand V lorsque le camion était rempli à pleine capacité. Par une journée venteuse, un chargement s'était envolé et répandu en pleine autoroute métropolitaine. On voit encore ce genre de chargement cow-boy dans certains pays d'Amérique latine où je suis présentement en voyage. Lorsque l'un de ces porteurs téméraires dépasse mon vélo, cela me ramène chaque fois de bons souvenirs de la maison. Après mon grand-père, mes oncles ont pris la relève de la compagnie et continué dans la même veine. Tous les membres de la famille ont un jour ou l'autre passé par l'expérience d'un voyage de carton ou d'un autre matériau. Cette expression, un voyage de, englobait et le contenu et le trajet à faire en camion lorsqu'on avait une charge qui en valait la peine. Ainsi, on faisait un voyage de carton, un voyage de métal, un voyage de cope, d'aluminium, de brasse. On parcourait la métropole, Montréal et sa rive nord, région où se trouvaient la plupart des clients. J'ai commencé à travailler avec mon grand-père à l'âge respectable de 4 ans. Nous étions voisins sur la rue Lapointe à Mascouche. Je n'avais qu'à traverser la grande haie de cèdre par le petit passage secret, et j'étais chez mes grands-parents. La maison de mes aïeux était un lieu fantastique. C'était le fond-comble familial d'où partaient toutes les quêtes. C'était un endroit de réunion où tout un chacun arrivait à toute heure. Famille, amis, connaissances qui avaient besoin d'une pièce quelconque, sachant que la cour, le garage, la chaîne et la maison, du sous-sol au grenier, étaient remplis d'objets de tous acabits accumulés depuis des années. Un Jean-Jacques ou un Marcel y débarquait en lâchant un « As-tu ça, toi? » ou un « J'ai besoin de souder mon... » C'était le port d'ancrage des gros camions, parqués sur un mélange de ciment artisanal, de cailloux, de terre, d'asphalte glané auprès des employés de la voirie, de vieilles pièces échappées.
Cet atelier mécanique commun de tous les véhicules de la famille était doté d'un millier de vieux outils huileux, de pièces et de machines, d'épaves. À une époque, c'était un labyrinthe de pneus. Mais c'était aussi un jardin, à l'ombre de deux immenses peupliers. C'était un puits dont l'eau jaunâtre sentait le soufre. C'était lieu de fête, de musique, de réunion, de philosophie, de partage. Il ne se passait pas un jour sans qu'un personnage vienne rendre visite, apportant histoire, problème ou solution. Lorsqu'on y travaillait, on avait ses rites. Les listes de tâches quotidiennes, au travers desquelles on ne passait jamais. Le café, matin, midi, soir et durant les pauses. Ma grand-mère devait en faire percoler quotidiennement plus de tasses qu'un bistrot du centre-ville. L'odeur du steak, cuit dans le beurre, parvenant à la cour arrière où nous travaillions, nous annonçant que c'était l'heure de dîner. Survoler le stationnement avec un aimant pour récolter les vieux clous et autres particules de métal afin de gagner quelques grammes avant le prochain voyage de fer. J'étais plutôt une distraction qu'une aide réelle à l'époque où je commençais à rejoindre mon grand-père au travail. Ma responsabilité principale consistait à sauter dans les combos, ces grandes boîtes de carton dur, épais et ciré d'environ 1,5 mètres cubes provenant des compagnies de production porcine et dans lesquelles sont transportées des pièces de viande. Ce n'est plus de la viande qu'ils contenaient, bien entendu. On les remplissait de papier. Je devais y sauter pour compresser celui-ci afin de pouvoir en faire entrer un peu plus dans chaque contenant. Un travail idéal pour un gamin de 4 ans. Il va sans dire qu'avec mon poids de l'époque, qui ne devait pas dépasser les 35 livres, le travail avec Grandpa et l'utilisation des outils mêlés à l'apprentissage m'a laissé utilisant un hybride des systèmes impérial et métrique selon les situations. Je dirais par exemple que je mesure 6 pieds et que Mascouche est à 26 km de Montréal. Ma position dans la compagnie n'était donc qu'honorifique, moi qui étais encore trop jeune pour avoir une notion de ce qu'est l'honneur. Alors que je sautais dans le papier, mon grand-père, lui, triait les articles jetés par les clients, parfois des librairies, et qui étaient susceptibles de pouvoir être revendus au marché aux puces. Dictionnaires, dessins à numéros, faux billets à l'effigie d'Houdini. À cette époque déjà, il voyageait beaucoup moins en camion. Il restait à la maison à démancher de la scrap, démontant diverses machines et appareils pour le cuivre, l'aluminium, le bronze, ou réparant ce qui pouvait l'être afin de le vendre. Lorsque nous triions du papier, c'était dans la boîte de l'un des vieux camions mis au rencard. Selon mes souvenirs, il y faisait toujours soleil à travers du mince toit de fibre de verre. C'est sans doute dû au fait qu'un enfant de 4 ans peut prendre congé quand il pleut. Le carton est en général un matériau confortable. Ses alvéoles absorbent le son, sa couleur semble lui donner le pouvoir de conserver la chaleur. Il est ferme et cependant moelleux. On est généralement bien entouré de carton. Grandissant, Grandpa m'a enseigné les bases du travail, le maniement des outils, mais surtout leur polyvalence. S'il est vrai que chaque outil a son utilisation propre, il est aussi vrai qu'on peut utiliser un tournevis plat ou un marteau à plusieurs fins. Je crois même que c'est une forme d'intelligence pour celui qui n'a qu'un marteau à sa disposition d'arriver à en tirer maints usages pour lesquels il n'a pas nécessairement été conçu, plutôt que de se limiter à taper des clous. Les étés de ma jeunesse et de mon adolescence, je les passais en tant que helper sur un petit camion cube de 16 pieds, alors que Grandpa et moi remplacions mon oncle, en vacances, sur la ronde de carton. Ce furent mes premiers grands voyages, en ville, dans la vaste et bouillonnante Montréal, durant les semaines de canicule. Je chérissais ces trajets en camion, assis un peu au-dessus du monde, passant sous les viaducs, longeant les murs décrépits, divisant la foule, volant à des centaines de pieds au-dessus des lignes de chemin de fer, petits traits de métal confus sous l'échangeur turco, visitant des entreprises qui étaient toutes pour moi autant de mondes distincts. Montréal était comme un autre pays, une planète différente. Comme nous remplacions durant les vacances d'été, je n'ai pas beaucoup connu les rudes hivers et les dangers des routes glacées et enneigées de la Ronde. Plus vieux, j'ai appris les bases de la mécanique, de la conduite, avec le camion cube sur le métropolitain dès ma première semaine au volant, mais également de la philosophie et de la vie. Mon grand-père a toujours donné son temps, son aide et son énergie sans compter à ceux qui étaient dans le besoin. Certains abusaient de cette générosité. D'autres abusaient de sa situation économique précaire.
Nos voyages du mardi au marché aux puces de la chute étaient toujours assombris par le passage de vautours qui, connaissant la bonté de mon grand-père et voyant qu'il n'était pas le plus aisé financièrement, lui offraient des miettes contre des articles qu'il avait passé des heures à réparer. Certaines semaines, on ne vendait presque pas, et ces vautours en profitaient, sachant qu'eux-mêmes pourraient revendre les articles sans scrupule, le double, le triple ou même plus. Outre ces grands voyages qui, au fil des ans et de l'usure du décor, ont rétréci dans mon œil jusqu'à atteindre la dimension de courts trajets normaux et habituels, voire de simples journées de travail sur la route, j'ai peu voyagé. Mes parents, ma sœur et moi avons bien visité quelques régions de la province de Québec durant ma jeunesse, et nous avons fait le tour de la Gaspésie avec mes grands-parents lorsque j'avais 6 ou 7 ans, dans une grosse station wagon avec une banquette inversée à l'arrière. Quel bonheur pour des enfants. Mais en dehors de cela, il m'a fallu beaucoup de temps avant de réunir le courage de voyager seul et de quitter les terres connues. Le Brésil, où mon oncle C avait vécu un temps, étirant son bras par la fenêtre pour cueillir une banane, ou risquant la mort sur des routes de montagne tortueuses dans une vieille Volkswagen, les documentaires du dessin animé Les Cités d'or, reproduisant un Inca couvert d'or sortant d'un lac, ou montrant les bateaux de paille du lac Titicaca, me sont longtemps apparus comme des rêves, des légendes qui devaient appartenir à un monde auquel je ne pourrais jamais avoir accès depuis ma vie normale de banlieue d'Amérique du Nord. Les cartes des cours de géographie, les noms étranges des capitales et les pays colorés entre les lignes noires des frontières m'appelaient, mais ne restaient que théorie. Le monde existait-il vraiment en dehors des livres? Enfant, le petit trou au milieu de la grande haie, une fourmilière sur une butte de sable dans le champ derrière la maison, la trappe du piano donnant accès à son intérieur, devenue une base secrète pour nos figurines, le buffet sur les tablettes duquel mon unique G.I. Joe des neiges lançait agilement son grappin afin d'escalader vers une mission périlleuse. Ces recoins devenaient des lieux, des mondes, des aventures. Une photo, une image devenait pour moi réelle, et j'y plongeais, traversant les époques et défiant le temps. J'y développais un scénario autour des quelques personnages et du décor, rejoint les mêmes scènes imaginaires dans ma tête jusqu'à la perfection. Au travail avec grand-père, les montagnes de papier, de carton, de ferraille étaient des domaines séparés du reste du monde. Y décharger du carton n'était pas pour moi une question économique. Ce mot des grandes personnes sérieuses qui veulent traduire le monde en chiffres, je ne le connaissais pas encore. Décharger du carton au moulin, c'était agrandir le monde du carton, nourrir le monde du carton. Passer sous l'aimant de la grue, lui jeter du métal frais, c'était apaiser de nos offrandes les cris grinçants de cette bête de fer carnivore qui vivait au milieu de montagnes de cadavres de robots. Encore aujourd'hui, si je devais retourner en ces lieux, je pourrais retrouver ces petits univers où allait un instant, parfois plusieurs, se perdre mes yeux d'enfant, où se réfugiait mon cœur le temps d'une vie fictive et magique. Je retrouverais l'infiniment grand qui se cache dans les plus petits coins du monde, et les romans grandioses qui se jouaient dans les menus détails. Je retrouverais la mer dans la mare, le mont dans la mine du crayon, l'espace dans l'air d'une pièce exiguë, les dunes infinies de ma couverture d'or, l'île tropicale qui sombrait dans mon verre de lait au chocolat. Mes tout premiers voyages, ceux de mon âme. Ce recueil retrace les aventures de quelques-unes des premières sorties physiques qui ont précédé ma folle aventure à vélo de Montréal à Ushuaia, toujours en cours au moment d'écrire ces lignes, ainsi que quelques passages de cette folle aventure. J'espère que ces histoires vous plairont et vous inspireront à sortir de chez vous et à vous partager avec le monde.